bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Donc, je suis Mathias Moulin, je suis le chef du service des correspondants informatiques et liberté à la CNIL. Ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que je m'occupe du service des correspondants. Auparavant, j'étais juriste au service des affaires juridiques et j'avais notamment en charge les questions de nouvelles technologies, de biométrie, télécommunications fixes et mobiles, RFID, enfin, voilà, donc un passé de juriste orienté nouvelles techno. Et maintenant, je m'occupe des correspondants informatiques et liberté. Je suis là donc aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le dispositif, voir comment il évolue, voir aussi comment le mettre en œuvre, quels sont les avantages à avoir un correspondant. Et puis pour répondre à vos questions aussi, bon, je pense qu'au fil de l'eau, c'est pas mal, c'est plus interactif, ça permettra de coller à vos problématiques. Juste pour information, le correspondant informatique et liberté, c'est quand même assez récent puisque ça date de 2004, de la modification de la loi informatique et liberté, puisqu'on a transposé une directive européenne. Et à cette occasion-là, on a modifié la loi sur 3 points essentiels. Le label, puisqu'on a maintenant un pouvoir de label qu'on mettra bientôt en œuvre, des pouvoirs de sanction, et puis le correspondant informatique et liberté. C'est un amendement qui a été présenté par le président Alex Türk, qui est actuellement le président de la CNIL, qui est sénateur, et qui voulait, avec le correspondant, donner aux entreprises et aux administrations la possibilité d'avoir un nouvel outil pour se mettre en conformité. Vraiment, la CNIL, on est dans cette logique-là, on est dans une logique de concertation, de pédagogie vis-à-vis des organismes publics ou privés. L'objectif, c'est la mise en conformité, avant même de sanctionner ou avant de procéder à des contrôles. On est dans des discussions et d'accompagner les organismes. Et c'était dans cette logique-là. Donc le correspondant, c'est de permettre aux entreprises de désigner une personne en leur sein qui soit en charge de l'application de la loi, qui soit en charge de la mise en conformité. Et donc de donner à cette personne des outils et de pouvoir la former. Elle a un statut un petit peu spécifique, il y a un décret qui organise le statut du correspondant. On a entendu beaucoup de choses, parfois fausses. Pour mettre les pendules à l'heure, le correspondant, c'est pas l'œil de Moscou de la CNIL dans l'organisme. Il a une fonction bien particulière, mais sa loyauté, elle va avant tout à son employeur. Il est là pour mettre en conformité l'organisme et il n'est pas là pour dénoncer à la CNIL. Donc dans ce rapport-là, ça reste un employé de l'organisme au sein de l'entreprise ou de l'administration. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Donc dans ce statut spécifique et la façon dont c'est organisé, on a essayé d'organiser l'indépendance du correspondant pour justement garantir cette mise en conformité. C'est un travail transversal. Cette personne-là, elle est directement rattachée à la direction. On a à peu près, actuellement, on a à peu près 2000 correspondants. On a 90% des correspondants qui n'exercent pas cette mission à plein temps, qui ont une autre mission, qui vont être juristes ou informaticiens. La plupart du temps, c'est les 2 postes qu'on retrouve, hein, informaticien ou juriste. Quand je dis informaticien, c'est au sens large, hein, c'est RSSI, c'est DSI, c'est informaticien plus simplement. Et donc, ces personnes-là, elles vont avoir un N+1 dans le cadre de leur mission traditionnelle de juriste ou d'informaticien. Mais dans le cadre de leur mission de correspondant, il faut qu'elles aient un rattachement plus direct à celui qui décide, au responsable du traitement. Donc c'est ça qui a été organisé. C'est pour ça aussi que lorsqu'on fait des recommandations sur le choix du correspondant, on dit un chef de service, c'est pas mal parce qu'il est à la fois proche de la base, entre guillemets, des services, des opérationnels, et il a l'oreille de la direction. Donc il fait un bon intermédiaire. On recommande aussi que ce soit une personne qui ait de l'expérience, qui ait de l'ancienneté dans l'entreprise, parce que c'est un métier de relais et de réseau. Et donc c'est bien aussi de connaître le métier et les gens. Cette personne a également une liberté organisationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas d'instructions dans le cadre de sa mission de correspondant. Elle s'organise comme elle le souhaite pour cette mission-là. Elle a une certaine protection vis-à-vis des sanctions. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas un salarié protégé, pas un représentant du personnel ou un délégué syndical. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais pour mettre fin aux missions d'un correspondant, il faut en passer par la CNIL. C'est-à-dire que si un organisme veut mettre fin aux missions de son correspondant, s'il veut le faire pour faute, il est obligé de demander l'avis de la CNIL, et la CNIL dira est-ce que oui ou non il y a eu une faute. Pour l'instant, on n'a eu qu'un seul cas depuis 2004, et la CNIL a conclu qu'il n'y avait pas eu de faute dans l'exercice des missions du correspondant. Donc voilà un petit peu la manière dont c'est organisé. Et ensuite, il n'y a pas de transfert de responsabilité sur la tête du correspondant, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va désigner un correspondant
que le responsable du traitement, donc concrètement le DG ou le PDG, n'a plus de responsabilité. Non, la responsabilité, elle reste au niveau du PDG ou du DG, ou de la personne qui a la délégation de pouvoir, et elle ne va pas sur la tête du correspondant. Le correspondant, il a une responsabilité de droit commun, mais ce n'est pas parce que vous désignez un correspondant que s'il y a un manquement à la loi informatique et liberté, c'est lui qui sera sanctionné. Non, le responsable du traitement reste le représentant légal de l'organisme, donc le PDG, le DG, traditionnellement. Qui peut exercer les fonctions de correspondant ? Il n'y a pas de précision, les textes sont assez larges là-dessus, il faut que ce soit une personne qui ait les qualifications requises. Et donc c'est vaste, tout le monde est le bienvenu. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe dans la réalité ? Beaucoup de juristes, beaucoup d'informaticiens, comme je vous disais, des personnes aussi qui viennent du monde de la qualité, de l'audit, c'est principalement ce qu'on voit. Et puis ensuite, les qualifications requises, ça se mesure non pas uniquement au diplôme, mais aussi à l'expérience dans l'entreprise et aux différents postes que la personne a pu exercer, et puis aussi à sa fonction. Donc, on fait un peu une instruction au cas par cas, nous, lorsqu'on instruit les désignations. Et globalement, ça tourne autour des fonctions de juriste et d'informaticien. Les mieux, c'est les juristes informaticiens ou les informaticiens juristes, mais bon, c'est un peu le mouton à 5 pattes et on n'en a pas toujours sous la main. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des cas d'incompatibilité ou de conflit d'intérêts. Le responsable du traitement ne peut pas être correspondant. On voit bien là la difficulté. Donc le DG ou le PDG ou la personne qui a une délégation de pouvoir dans le cadre de la mise en œuvre de traitement ne peut pas être le correspondant. De même qu'une personne qui serait représentant du personnel ou délégué syndical ne peut pas être représentant. Parce que si on a un problème sur un fichier RH, par exemple, le positionnement de la personne sera difficile et on sera bien dans un conflit d'intérêts. De même que le représentant légal de l'organisme peut difficilement être correspondant, donc exercer cette mission de mise en conformité en toute indépendance, parce qu'on a vu que cette mission doit s'exercer de manière indépendante. Donc ça, c'est assez essentiel. Voilà les différents cas pour lesquels on peut avoir des limites, mais sinon, c'est assez ouvert. Les modalités de désignation et les conséquences. Tout d'abord, la désignation est facultative, pour l'instant. Pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une proposition de loi qui était présentée par les sénateurs Détraigne et Escoffier, qui tendrait à rendre le correspondant obligatoire, sous certaines conditions. Il y a des seuils. Un seuil, ça serait par exemple au-delà de 100 personnes qui ont accès ou qui participent à la mise en œuvre du traitement, il y aurait une obligation de désigner un correspondant. Le deuxième aspect assez important de cette proposition de loi concerne les notifications de failles de sécurité, et qui obligerait les organismes à notifier à la CNIL les failles de sécurité et éventuellement aux personnes qui sont concernées par cette faille, donc aux personnes dont les données ont été endommagées ou ont été communiquées à des tiers non autorisés. Donc ça reste une proposition de loi. Elle a été votée en première lecture au Sénat et maintenant elle est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Donc on attend, on verra ce que ça donnera. On est dans l'expectative. Bon. En tout état de cause, pour ce qui est de la notification des failles de sécurité, là c'est un élément certain, c'est quelque chose qui de toute façon passera à moyen court terme, parce que c'est la transposition d'une directive. Oui. Je parle de données qui sont détruites. Oui, mais là, qui ont trait à la protection des données à caractère personnel, puisque c'est ce qui me concerne. Donc là, et c'est le propos de la proposition de loi. Donc c'est à partir du moment où vous aurez une compromission de données à caractère personnel, c'est-à-dire des données qui sont endommagées, qui sont modifiées ou qui sont communiquées à des tiers non autorisés. Bon. Après, il y a de multiples cas de figure. Vous pouvez perdre un CD avec des millions de données, ou vous pouvez avoir une faille sur un site internet, ou vous pouvez multiples cas envisageables. Ensuite, donc on a vu que cette désignation est facultative. Elle peut aussi concerner une personne externe. Il est aussi possible de désigner un correspondant extérieur sous certaines conditions. Il faut que vous ayez moins de 50 personnes qui participent à la mise en œuvre du traitement ou qui aient accès au traitement. Donc ça concerne plus des petites collectivités locales ou des petites PME. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de mutualiser cette fonction. C'est notamment le cas chez Areva ou chez Orange. C'est le cas dans des grands groupes. Donc on va mutualiser, c'est-à-dire qu'on va désigner un correspondant dans une des entreprises du groupe
et il va exercer cette fonction pour les filiales et différentes entités. C'est le cas chez Vinci, c'est le cas chez JC Deco, enfin voilà. Et puis c'est aussi le cas dans le secteur public des collectivités locales, où vous allez avoir par exemple une communauté de communes, on va désigner un correspondant au niveau de la communauté de communes ou d'agglomération, et il va exercer cette fonction pour les différentes collectivités qui sont membres du regroupement. Voilà. Donc ça, c'est aussi un moyen de mutualiser et de répartir le coût. Et c'est aussi pour ça que je vous disais que le correspondant, c'est un métier de relais. Vous ne pouvez pas exercer les fonctions de correspondant chez Areva ou un grand groupe tout seul dans votre coin. Nécessairement, il faut mettre en place des relais, des personnes ressources. J'ai toujours tendance à dire que si vous êtes juriste, votre meilleur ami, ça doit être le directeur informatique, et inversement. Si vous êtes directeur informatique, votre meilleur ami pour la fonction de correspondant doit être le juriste, parce que ça fait un peu appel à une double compétence. Mais il vous faut des relais au RH, il vous faut des relais à la compta, il vous faut des relais au service informatique, au marketing, à tous les services qui manipulent des données et qui sont impliqués dans la mise en œuvre de traitement. C'est assez essentiel. Les principales missions du correspondant. Globalement, il veille à la conformité de l'organisme à la loi. C'est sa mission générale et première. Ensuite, la désignation d'un correspondant s'accompagne d'un allègement des formalités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un correspondant informatique et liberté, vous n'avez plus à faire de déclaration à la CNIL pour tout ce qui relève de la déclaration normale. Très schématiquement et succinctement, vous avez 3 régimes de formalité auprès de la CNIL. Vous avez des déclarations normales, vous avez des demandes d'autorisation et vous avez des demandes d'avis. Demande d'avis, c'est secteur public, c'est les traitements mis en œuvre pour le compte de l'État. Tout ce qui est demande d'autorisation, demande d'avis, vous devez encore le faire auprès de la CNIL, même avec un correspondant. En revanche, tout ce qui relève de la déclaration normale, qui correspond à peu près à 70% des traitements, là, vous n'avez plus à faire de déclaration à la CNIL, vous avez uniquement, le correspondant a uniquement à les porter dans un registre. Donc il tient la liste des traitements, avec tout un tas d'informations, mais ça reste au niveau de l'organisme. Donc ça, c'est une de ses missions importantes, et ce qui nécessite aussi, encore une fois, d'avoir des relais, parce que le correspondant, il a besoin qu'on lui transmette l'information, dans tel service, on met en œuvre tel fichier, tel traitement. Voilà, il récupère ces informations. Ensuite, il a un rôle de conseil et de recommandation qui est assez essentiel. C'est-à-dire qu'avant la mise en œuvre de traitement, il faut consulter son correspondant, et c'est une personne qui est compétente, qui est formée sur ces questions-là et qui va pouvoir vous accompagner. Je vous dis, j'ai travaillé pendant 7 ans au service des affaires juridiques. On avait énormément de réunions d'accompagnement de projets informatiques. Et de nombreuses fois, je dirais même à peu près une fois par mois, on avait des situations un petit peu catastrophiques où l'organisme, public ou privé, se réveillait et disait « Ah, on met en place un traitement, on n'a pas été voir la CNIL, on organisait une réunion un petit peu de dernière minute, et puis on se rendait compte que soit le projet, il n'était pas faisable en l'état et qu'il fallait le modifier, donc réinvestir de l'argent, et puis c'était du temps de perdu, ou carrément que le projet n'était pas faisable. Quand l'organisme en était à appuyer sur le bouton, c'est-à-dire qu'il avait tout développé, et qu'on lui dit « c'est pas faisable », là, il y a vraiment un gros problème. Et je vous dis, c'est quelque chose qui m'arrivait très, très fréquemment. Alors, j'étais sur un secteur nouvelles technologies, donc ceci explique peut-être cela. Mais avoir un conseil en interne qui connaît ces problématiques et qui va pouvoir vous accompagner, ça vous évite ce type de désagrément, c'est-à-dire à cause de contraintes, entre guillemets, législatives ou réglementaires, de devoir complètement réaménager un projet sur lequel vous aviez déjà bien avancé. Donc, le correspondant, là encore, a une véritable plus-value. Donc ce rôle de conseil, d'accompagnement. Le correspondant aussi a un devoir d'alerte. Un devoir d'alerte en interne, tout d'abord, c'est-à-dire que s'il constate un manquement, une faille de sécurité, un défaut d'information, ou un problème concernant la mise en œuvre d'un traitement, il doit en informer le responsable du traitement, lui dire, voilà, on a tel problème, voilà le problème qui a été identifié, voilà les solutions qui sont préconisées, et voilà le délai dans lequel on devrait le faire, globalement. Donc, il fait remonter cette alerte auprès du responsable du traitement. Si jamais le responsable de traitement ne réagit pas, on va faire une relance. Alors, à un moment donné, si le responsable de traitement ne réagit toujours pas, là, effectivement, le correspondant sera dans une situation où il devra faire une remontée, une alerte à la CNIL. Vous voyez, il y a tout un processus amont qui se passe dans l'organisme, où il devra informer le responsable du traitement, l'alerter, lui donner les préconisations, et il n'y a que si le responsable du traitement ne réagit pas et que la faille de sécurité perdure, par exemple,
où le correspondant est dans une situation où il ne peut pas être complice de cette infraction à la loi, et il sera obligé, in fine, de faire une alerte à la CNIL, ou alors de démissionner de sa fonction. C'est un peu au choix. Ensuite, le correspondant reçoit les réclamations et les requêtes des personnes. Vous savez que tout citoyen, vous, en tant qu'employé, en tant que consommateur, vous avez un droit d'accès, de rectification à vos données. Donc ça, typiquement, c'est le correspondant qui va les recevoir, les centraliser et faire qu'elles soient traitées. Alors bien évidemment, par exemple au sein d'un groupe Areva, Madame Legras ne peut pas traiter toutes les réclamations elle-même, donc elle va les renvoyer vers les services adéquats qui vont traiter, et Madame Legras va s'assurer que c'est bien fait dans le délai de 2 mois. Par exemple, pour faire suite à une demande de droit d'accès de rectification, vous avez 2 mois. Ça passe très vite. Donc il faut bien organiser ces relais, bien organiser ces circuits pour que l'information ne se perde pas et que vous traitiez bien la demande dans le délai imparti et que vous répondiez correctement à la demande. Alors ensuite, il y a aussi des missions complémentaires qui se développent et qui prennent plus ou moins d'envergure en fonction du caractère, de la personnalité du correspondant, mais aussi de la nature de l'organisme. Il peut mener des actions pédagogiques. Il y a beaucoup de correspondants qui mènent des actions d'information en interne. Organiser des missions d'audit, d'études de risque, ou aussi, dans le cadre par exemple, du marketing, ça a été le cas, participer à la mise en œuvre de codes déontologiques, de bonnes pratiques en interne ou au niveau de la profession. Donc ça, c'est aussi une mission et un travail que font les correspondants. Par exemple, au sein de la FCDP, qui est l'association des correspondants à la protection des données, il y a des groupes de travail, il y a des réflexions, et donc là aussi, c'est contribuer à l'évolution de la doctrine et à l'évolution de la législation. Donc là, de manière très synthétique, je vous ai présenté le rôle du correspondant, ses missions, comment ça s'articule. Peut-être une chose importante avant de passer à la façon dont nous, on l'accompagne, le correspondant, et le service qu'on lui propose. Au moment de la désignation, il est important d'avoir une lettre de mission, parce que ça va permettre de cadrer les missions du correspondant. Et donc cette lettre de mission, elle sera remise par exemple à tous les chefs de service et tous les directeurs, et d'indiquer et de lister les relais qui vont devoir accompagner le correspondant, ce qui fait que ça implique un peu tout le monde, et puis ça donne un peu de poids et de légitimité encore plus importante au correspondant, cette lettre de mission. Donc c'est un conseil qu'on donne généralement. S'agissant du service des correspondants et de la façon dont la CNIL va interagir avec les correspondants, et donc les missions de mon service, en premier lieu, on fournit une aide et une assistance aux correspondants. Notre objectif, c'est de les accompagner au quotidien, de répondre à leurs demandes. Ensuite, on les forme, on organise des ateliers d'information sur différents thèmes, je reviendrai dessus. On instruit les désignations pour vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité, de conflit d'intérêts. On gère un extranet pour les correspondants, qui comprend un forum et des outils. Là aussi, c'est pour permettre aux correspondants d'exercer leur mission et les accompagner. Après, on fédère et on développe la communauté. Concrètement, je prends mon bâton de pèlerin et puis je viens, par exemple, ici pour prêcher la bonne parole et faire qu'il y ait des désignations et arriver à créer une synergie. Et puis aussi, on accompagne les correspondants dans le cadre de l'instruction de leur demande. C'est-à-dire que vous faites une demande d'avis ou une demande d'autorisation. Nous, on fait un suivi. Concrètement, on met la pression sur les juristes du service d'affaires juridiques pour qu'ils traitent rapidement ces dossiers. L'objectif, c'est vraiment de fournir un service, entre guillemets, premium aux correspondants, c'est-à-dire qu'il y ait une véritable plus-value et c'est un facteur d'accélération dans l'instruction des demandes, dans l'instruction des dossiers, de créer une synergie et un dialogue et une relation particulière avec la CNIL. Tout simplement de vous fournir un service personnalisé. Donc, comme je vous le disais, pour l'accompagnement et le conseil, on a mis en place une adresse email dédiée. Donc, les correspondants nous envoient des mails, ils nous posent leurs questions, et nous, on leur répond par mail ou par courrier en fonction de la nature de la demande. Donc, ils peuvent aussi les adresser ces demandes par courrier, mais le mail, ça va un peu plus vite. Et le délai moyen de traitement est de l'ordre de 4 semaines. Ça peut être, si c'est une question basique, ça peut être une journée, 2 jours, une semaine. Et si c'est une question qui est plus compliquée, qui nécessite un niveau d'expertise plus important, ça peut prendre 1 mois et demi. Voilà. On essaye de tenir à peu près ces délais. Si vous n'avez pas de correspondant, ces délais sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire qu'une demande de conseil traitée par le service des affaires juridiques, ça se compte en mois. Voilà.
On a à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'année 2009, on a traité à peu près 1700 demandes de conseil. Et on travaille en synergie avec d'autres services au sein de la CNIL, donc un service, le front office qui est le SORP, qui est le service d'accueil d'orientation du public, et puis le service des affaires juridiques et de l'expertise technique d'ailleurs qui a fait le guide sécurité qu'on vous a présenté tout à l'heure, que je vous incite à consulter parce qu'il est bien fait, il est fait par fiche pratique, et puis vous avez un petit outil à la fin d'auto-évaluation, d'auto-diagnostic entre guillemets, sachant que par ailleurs, dans le cadre de l'extranet des correspondants, vous avez aussi un guide sécurité, mais qui est là plus détaillé et qui est plus un peu sur un niveau expert puisque c'est vraiment orienté sur les normes ISO. Voilà. Donc vous avez deux types de guides là, un nouveau guide et puis le guide sécurité sur l'extranet qui sont assez complémentaires. On a aussi une ligne téléphonique dédiée pour les correspondants parce que sinon vous avez le standard, mais là encore vous avez un délai d'attente et vous avez accès à un premier niveau de réponse. Les correspondants sont des personnes qui sont formées et qui sont sensibilisées à ces questions-là. Donc elles ont accès directement au service des correspondants. Donc déjà à un niveau 2, on peut les renseigner. Et puis si elles ont besoin d'un niveau d'expertise que nous, on n'est pas en mesure de fournir, on les renvoie directement vers le service des affaires juridiques ou de l'expertise. Donc ça vous fait encore gagner du temps dans le processus. Et on traite les appels de 9h à 19h, donc une amplitude qui est assez importante. Il y a quand même une pause déjeuner. Donc les appels, pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit à peu près 13 appels par jour. Et puis on a traité donc sur le 3e trimestre 657 appels. Alors un appel, ça peut apparaître peu, 13 appels en moyenne par jour, mais il faut savoir qu'un appel c'est rarement 1 ou 2 minutes. C'est généralement des appels qui durent un quart d'heure, 20 minutes parce que c'est des problématiques qui nécessitent d'être détaillées et approfondies. Je vous disais également qu'on avait des ateliers d'information, puisque l'objectif c'est de former les correspondants, de les faire monter en compétences et d'assurer leur autonomie. Donc on organise, ça marche par semestre, on organise à peu près 23 sessions par an, on accueille à peu près 500 personnes. Les thèmes qui sont abordés, donc vous avez les fondamentaux niveau 1, niveau 2, les ressources humaines niveau 1, niveau 2, santé, sécurité, collectivité locale, banque, assurance, marketing. Voilà, c'est les thèmes qui sont abordés. Le basique et ce à quoi doit assister un correspondant, c'est au moins fondamentaux niveau 1, niveau 2, ressources humaines niveau 1, niveau 2 et sécurité des systèmes d'information niveau 1. Voilà, ça c'est le package, ça fait 5 jours en tout et c'est vraiment ce à quoi il faut assister pour être opérationnel, sachant que de toute façon c'est une fonction qui prend du temps, la fonction de correspondant, on ne peut pas vous mentir. Je pense que les témoignages qui viendront après vous le confirmeront. Il faut à peu près 1 an et demi pour être à l'aise dans la fonction, c'est-à-dire avoir développé ses outils, avoir mis en place ses relais et avoir bien absorbé la matière informatique et liberté. C'est à peu près le temps qu'il faut pour un juriste à la CNIL pour être opérationnel pleinement opérationnel sur ces secteurs. Alors, bon, c'est logique, c'est une matière qui est complexe d'un point de vue juridique et d'un point de vue technique. On est au carrefour de deux matières qui sont compliquées. Donc, le nombre d'ateliers, c'est ce que je vous indiquais. On a une progression et on va organiser maintenant un niveau 3 qui sera plus sur la base d'ateliers pratiques où on aura des petits groupes pour pouvoir faire un travail plus interactif avec des cas pratiques, des mises en situation, des QCM, voilà. Donc c'est en cours de gestation et sur le second semestre, ça devrait être proposé aux alentours du mois de mars, d'avril normalement. Pour vous faire une petite photographie des désignations actuellement, on est à peu près à 7000 organismes qui ont désigné des correspondants et à peu près à 1900 correspondants, puisque là c'est des chiffres du 30 septembre, donc ça a progressé depuis. Pourquoi il y a un décalage entre le nombre de correspondants et le nombre d'organismes? Parce que vous pouvez mutualiser. Voilà. Donc vous avez des correspondants qui sont pour 10, 20, 30, 40 organismes. Voilà. Donc on a eu un gros pic en 2008 parce qu'on a eu 2 professions qui se sont vraiment structurées, qui ont désigné des correspondants mutualisés. Ce sont les notaires et les huissiers. Mais sinon, c'est assez stable, sachant que moi, j'ai repris le service il y a 1 an et demi et que ma première mission, ce à quoi je me suis attaché, c'était de développer de nouveaux services, de stabiliser la réponse et de faire qu'on réponde dans des temps
satisfaisant aux correspondants et d'améliorer la qualité, si vous voulez. Donc maintenant, de nouveau, je refais des actions de prospection pour arriver à développer le réseau. Comme je vous le disais également, on a un extranet qui a pour but d'informer, de donner des outils. Il y a un forum de discussion pour permettre aux correspondants d'échanger entre eux et de faire part de leurs problématiques. Et donc c'est pour moi un outil assez interactif et assez plaisant, et je pense que les correspondants sont assez satisfaits. On va encore le développer, mais il y a déjà beaucoup d'outils, et il y a d'autres outils à venir, comme des référentiels sur la durée de conservation. On a pris un peu tous les traitements qui nous venaient à l'esprit en matière RH, en matière marketing, en matière bancaire, et on a fait un tableau avec les durées de conservation. Voilà le type d'outils que vous pouvez trouver sur l'extranet. Je vous remercie. Maintenant, si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Alors, elles sont gratuites. Ce ne sont pas des formations, ce sont des ateliers d'information. On n'est pas organisme de formation. Donc, je vais me faire taper sur les doigts par quelques-uns qui sont présents ici. Et ensuite, elles sont animées par des juristes et des experts de la CNIL. C'est des petits modules. Et elles sont réservées aux correspondants. Mais si vous êtes futur correspondant, on peut s'arranger. Voilà. Donc si vous êtes en cours de désignation ou qu'il y a une véritable volonté au sein de votre organisme de désigner un correspondant, on est ouvert. Après, ça dépend du nombre de participants, parce qu'on est sur des sessions, par exemple, sur ce qui est niveau 1, on est à peu près à 50 participants maximum. Niveau 2, 25, parce qu'on privilégie plus d'interactivité, qu'à 50, c'est compliqué. Mais donc voilà, si vous êtes en phase de désignation ou qu'il y a une véritable réflexion, vous nous appelez et puis on fait en sorte que vous puissiez venir. L'extranet est accessible uniquement aux CIL pour le moment, c'est ça? Tout à fait, pareil. Okay. Et là, en revanche, il n'y a pas de moyen d'accéder, même en phase de désignation ou même s'il y a une réflexion, parce que vous accédez avec un identifiant et un mot de passe, et qu'on réserve vraiment ça à la communauté des correspondants, parce qu'il y a des outils qu'on ne souhaite pas voir partir dans la nature et qui sont vraiment dédiés aux correspondants. Oui. J'ai deux questions rapides. Quel est le territoire géographique qui est concerné? C'est la métropole plus les DOM ou plus les DOM et les TOM? Et deuxième question, quelle interaction avec les autres pays européens? Y a-t-il une extension de la définition du CIL au niveau européen? Alors, pour répondre aux questions, les correspondants, on en a partout, dans les DOM, dans les TOM et sur le territoire métropolitain. Donc voilà, ça concerne toute la France dans l'intégralité de son territoire. On peut désigner des correspondants partout. La loi s'applique dans les territoires concernés. Pour ce qui est du niveau européen, vous avez une directive européenne sur la protection des données. Chaque pays de l'Union européenne a une autorité de protection. En revanche, tous les pays de l'Union européenne n'ont pas fait le choix d'avoir le correspondant. Vous avez uniquement certains pays qui ont fait ce choix-là. Vous avez l'Allemagne, par exemple, où le correspondant est obligatoire. Vous avez les Pays-Bas, vous avez Malte, vous avez, il me semble, la République tchèque aussi, le Luxembourg. Donc voilà, là, ce sont des pays qui ont fait le choix d'avoir le correspondant. Et la nature des missions et des pouvoirs du correspondant diffère quand même d'un pays à l'autre. Par exemple, aux Pays-Bas, il a un véritable pouvoir d'investigation et de contrainte du responsable du traitement, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en France. Donc c'est un peu à géométrie variable et tous les pays de l'Union n'ont pas fait ce choix-là, mais il y a une cohérence, du moins ça s'inscrit dans le cadre de la directive de toute façon. Merci à vous.